Vous savez, il existe des choses surprenantes. Et puis il existe des choses dont on ne peut absolument pas accepter l'existence. La nature peut pas faire une chose pareille. Elle peut quand même pas faire pousser un plant de soja dans un rat vivant. Et pourtant, voici un rat tout à fait ordinaire qu'un fermier indien a découvert en inspectant ses cultures. Un jeune plant de soja sortait du dos de l'animal. Le plus probable est qu'une graine se soit retrouvée dans une blessure ouverte, puis qu'elle ait miraculeusement germé sans tuer son hôte, bien que la graine ait été située à peu près dans la région du cou. Le cerveau n'était pas touché, et le pauvre rat tenait le coup, mais il souffrait atrocement. Il n'aurait pas tenu longtemps sans l'aide des humains. On a retiré le plant de soja et tout s'est probablement bien terminé. Mais bien sûr, on ne peut pas en être sûr, car il ne pousse généralement pas de plantes sur les animaux. Il existe toutefois des exceptions. L'ours polaire étant la plus surprenante d'entre elles. J'ai déjà mentionné que ce prédateur unique n'est pas vraiment blanc, mais plutôt transparent en raison de sa fourrure creuse. En fonction de la lumière du soleil, il peut paraître gris ou même rouge-orange. Et parfois, les ours polaires deviennent verts, quand ils vivent dans des zoos. Mais le soleil n'a rien à voir là-dedans. Le sol en béton des enclos des ours raye la fourrure des animaux, faisant de minuscules trous dans les poils et des algues y pénètrent. Les algues n'ont pas besoin de grand-chose. Elles vivent et se reproduisent dans la fourrure des ours, rendant leurs hôtes un peu verdâtres au passage. En fait, si les ours polaires vivaient dans un climat plus chaud, ils pourraient devenir verts naturellement, mais l'Arctique ne convient pas aux algues. Cependant, les ours polaires ne semblent pas être incommodés par les particularités de leur fourrure. Quant à la grenouille Brachycephalus ferruginus, elle a manifestement un compte à régler avec la nature. C'est un très petit amphibien, pas plus gros que le bout d'un crayon. Et bien que cette mini-grenouille ait l'air adorable, elle n'est pas très douée pour le saut. Curieusement, pas à cause de la taille de ses pattes ou quelque chose comme ça, mais à cause de ses canaux semi-circulaires, une partie de l'oreille interne. Ils sont tout simplement trop petits, ce qui signifie que la grenouille ne peut pas contrôler sa position à mi-saut. Cette minuscule grenouille peut sauter, c'est l'atterrissage qui lui pose problème. Ne vous inquiétez pas, elles vont bien. Le seul problème, c'est d'échapper aux prédateurs. Cette grenouille a donc dû apprendre à se camoufler et à augmenter sa toxicité. Et comme l'espèce n'a pas disparu, la stratégie doit fonctionner. D'un autre côté, d'autres grenouilles risquent de ne pas pouvoir s'adapter au changement climatique, car leur capacité à sauter dépend de l'humidité. Quand une grenouille est déshydratée, les scientifiques ont testé 3 espèces bien différentes, elle perd environ 20% de son poids, ainsi que beaucoup de mobilité. Plus un amphibien est sec, plus ses sauts sont courts, jusqu'au moment où la grenouille cesse de se déplacer. Le plus probable est que son sang s'épaissit par manque d'humidité, augmentant l'effort que doit fournir le cœur. Ainsi, il devient trop épuisant de bouger. Alors, ne ratez pas l'occasion de voir une grenouille sauter. Ça pourrait bien devenir un événement rare. Inutile que je vous parle des problèmes que pose le réchauffement de la planète. Mais soyons honnêtes, tous les dangers mortels que la nature fait courir aux animaux ne sont pas causés par l'homme. D'ailleurs, les humains font parfois office de sauveteurs. Prenons les cerfs. La nature les a conçus de telle sorte que les mâles ont besoin de frotter leur bois sur les arbres. Ils se débarrassent ainsi du velours qui recouvre les nouveaux bois. Ils marquent les arbres de leur odeur, ils font la preuve de leur comportement dominant, ils communiquent, ils attirent les femelles. En bref, quand on lit différentes études scientifiques, on commence à penser qu'il existe une sorte de réseau social bois et arbres, essentiel à la survie dans le monde animal moderne. Il existe de nombreuses subtilités quant à la manière et au type d'arbres contre lesquels les cerfs doivent se frotter. Mais il y a un problème majeur. Les bois sont grands, solides et peuvent devenir un piège mortel pour un mâle. Un faux mouvement ou un arbre mal choisi et le tour est joué. Ce dernier s'est transformé en piège. Parfois, le cerf a de la chance et des humains viennent à sa rescousse. Ou alors, il secoue tellement la tête qu'il finit par se libérer. Mais parfois, on ne découvre le malheureux animal que quand il est déjà trop tard. Il est évident qu'aucun prédateur ne manquerait une occasion d'attraper un cerf coincé. Mais est-ce qu'une girafe peut se coincer la tête dans un arbre ? Comme cette pauvre bête qui vivait dans un zoo japonais et qui un jour s'est coincé la tête entre les branches d'un faux arbre. Oui, c'était un faux, mais en théorie ça pourrait arriver dans la nature, non ? Heureusement que les gardiens l'ont aidée. Et si elle était restée coincée quelque part au beau milieu de la savane ?
Je pense qu'elle aurait connu le même sort que le cerf. Elle aurait fait le bonheur de prédateurs et il en resterait un squelette solitaire. Mais vous savez, on s'est laissé emporter par les plans sournois de Dame Nature et il est temps de regarder de plus près les toutes petites choses. Voici la mouche Philornis donzi, un parasite très tenace. Elle pond ses œufs dans les nids d'oiseaux afin que ses larves puissent se nourrir du sang et des tissus des oisillons. Ça cause la mort de plus de la moitié des oisillons, et même les survivants sont pas tirés d'affaire. Les larves endommagent le bec des oiseaux, et ça a des conséquences bien réelles. Je suis sérieux, écoutez le chant d'un pinson qui n'a pas souffert de parasites. Maintenant, écoutez-en un autre qui doit vivre avec un trou dans le bec. Les experts en chant d'oiseaux disent que les pinsons affectés sont incapables de produire des notes aiguës. Encore une fois. Vous entendez la différence? Bien sûr, quand on n'émet pas un son aussi fort que les femelles le souhaiteraient, on ne les attire plus, et on perd ainsi la chance de procréer. En bref, rien de bon. En fait, les parasites sont un problème pour de nombreux animaux, même les chauves-souris. Les mouches, bien sûr, ne peuvent rien leur faire, contrairement à un certain champignon qui aime le froid. Il préfère une température ambiante de 4 à 20 degrés Celsius, les conditions que les chauves-souris choisissent pour hiberner. Pendant qu'elles dorment, le champignon attaque leur peau nue, en particulier autour des narines, causant le syndrome du nez blanc. Le nez des chauves-souris malades devient vraiment blanc. On ne peut pas critiquer le nom de la maladie. Ça laisse aussi des marques sur leurs ailes. Mais si encore c'était le seul problème. Le champignon rend les chauves-souris beaucoup plus actives qu'elles ne sont censées l'être, et elles font donc des choses bizarres. Par exemple, elles volent dehors pendant la journée, en hiver. En conséquence, les animaux dépensent tellement d'énergie qu'ils ne survivent tout simplement pas jusqu'au printemps. Pourtant, une vie dans un endroit sombre et humide semble être relativement calme. Mais pour être honnête, il m'est difficile de croire qu'une telle vie puisse être heureuse. Prenons l'exemple du proté-anguillard. Cet amphibien qui vit dans les grottes de Bosnie-Herzégovine s'est retrouvé il y a longtemps coincé dans un piège naturel. Dans l'obscurité, isolé et même sous l'eau, il a donc dû évoluer. C'est ainsi qu'est apparue cette créature similaire à l'axolotl. Cet animal est aveugle. Il peut vivre sous l'eau pendant plus de 100 ans, survivre pendant de nombreuses années sans nourriture, et en plus, il se déplace à peine. Sérieusement, on connaît un individu qui n'a pas bougé depuis 7 ans. Pas le moindre mouvement. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Imaginez, vous évoluez, vous vous adaptez, et vous finissez sous la forme d'une salamandre sous-développée avec la vie la plus ennuyeuse sur Terre. Pauvre bête. Mais puisqu'on parle des habitants des grottes, vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils sont souvent aveugles? Dans une grotte souterraine, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture et d'oxygène. Dans de telles conditions, il faut économiser ses forces. Et la vue, comme l'ont découvert les scientifiques, demande beaucoup d'énergie. En renonçant à la vue, on économise environ 15% d'énergie. Et on n'a rien à y perdre, car on est déjà dans le noir complet. On fait sa vie et on améliore d'autres compétences, ou on se contente de manger tout ce que l'on trouve. Pour être clair, je préfère préciser que cette idée de conservation de l'énergie n'est qu'une théorie. Comme c'est généralement le cas dans la nature, de nombreux facteurs différents ont dû être réunis pour parvenir à un certain résultat. L'évolution est basée sur le principe « si ça marche, c'est que c'est pas stupide ». Mais observer les koalas force à remettre en question cette affirmation. Tout le monde sait que les koalas mangent des feuilles d'eucalyptus, pas vrai? Pour l'instant, laissons de côté le fait qu'en raison de la sécheresse et des incendies, ces feuilles leur font souvent défaut. Car même là où on trouve des eucalyptus en abondance, les koalas meurent de faim, avec l'estomac plein de nourriture, et c'est presque une mort naturelle pour eux. Il s'agit de koalas âgés. En effet, quand on mâche toute sa vie de dures feuilles d'eucalyptus, nos dents se dégradent progressivement. L'eucalyptus est peu nutritif, c'est-à-dire qu'il faut le mâcher très soigneusement pour en extraire des substances utiles. Mais quand on est un vieux koala, nos dents ne sont plus assez fortes. On est obligé d'avaler les feuilles presque sans les mâcher. Or, le corps des koalas ne peut tout simplement pas absorber l'eucalyptus s'il n'est pas correctement mâché. Ainsi, un koala âgé meurt de faim, l'estomac plein de nourriture,
parce que c'est le destin que l'évolution a choisi pour cet animal. D'ailleurs, les paresseux ont un problème similaire, mais dans leur cas, le problème est la digestion qui ne fonctionne pas quand il fait froid. Je sais, ça semble absurde, mais c'est vrai. Les paresseux comptent sur les bactéries et les microbes présents dans leur estomac pour digérer les feuilles qu'ils mangent. Ces microbes sont sensibles à la température. Lorsque la température ambiante baisse, la température corporelle du paresseux baisse également. Et si elle devient trop basse, les bactéries et les microbes meurent tout simplement. Quand ça arrive, un paresseux peut manger autant de feuilles qu'il le souhaite et mourir de faim quand même, car il est incapable d'absorber les nutriments. La seule façon pour un animal dans cet état de survivre, c'est de reconstituer la flore bactérienne dans son corps. Naturellement, avec l'aide d'humains, le paresseux lui-même mourrait avant même de réaliser qu'il doit faire quelque chose. Et c'est toujours comme ça avec la nature. Elle ne laisse jamais les animaux tranquilles. Regardez les petits du langur de Delacour. Ils ne ressemblent pas du tout aux adultes. Il s'agit d'une adaptation très intelligente. Quand on est si brillant et si voyant, les femelles nous accordent plus d'attention. On mange plus, on grandit plus vite et on risque moins d'être tué par un mâle agressif. D'un autre côté, quand on se démarque autant, n'importe quel prédateur peut facilement nous repérer. N'importe lequel. C'est comme s'affubler d'une énorme cible ou d'une pancarte qui dit « Mangez-moi ». Que peuvent bien y faire les petits langurs? Merci beaucoup l'évolution. Les petits diables de Tasmanie n'ont pas été gâtés eux non plus. Selon diverses sources, une femelle peut donner naissance à 20 à 50 petits à la fois. Seulement, elle n'a que 4 tétines à l'intérieur de sa poche. Il y a 5 voire 10 fois plus de petits, ce qui entraîne une concurrence féroce. La plupart des bébés meurent avant même d'avoir leur première fourrure. Pourquoi la nature ferait quelque chose comme ça? Eh bien, parce qu'elle le peut, tout simplement. À plus.